vue du ciel, l'eau n'appartient à personne. Elle est à tout ce qui vit. Protéger l'eau, c'est défendre la vie. Et pourtant, plus d'1 milliard d'hommes et de femmes sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable. Bonsoir. On ignore la valeur de l'eau tant qu'on n'en manque pas. C'est pourquoi je vous emmène au Proche-Orient, au-dessus des déserts, là où l'eau prend toute sa valeur. Ce soir, je veux vous alerter sur les menaces qui pèsent sur l'eau douce partout dans le monde. L'eau douce que nous gaspillons chez nous sans même y penser parce qu'elle ne manque jamais. Israël, Palestine, Jordanie, 3 pays où se cristallisent toutes les préoccupations liées à l'eau douce. C'est la région la plus sèche du globe, avec 5% de la population mondiale et seulement 1% de l'eau douce disponible sur la planète. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Gaspillage. Nous verrons comment à Las Vegas, on dépense l'eau en toute inconscience. Pire, on la fait venir de loin au risque de ruiner des milliers d'agriculteurs. Que feront mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? Où iront-ils quand il n'y aura plus d'eau pour eux? Menace sur les fleuves. Le Jourdain qui irriguait le Proche-Orient a été vidé de toute son eau. Résultat, la mer Morte s'assèche et son niveau baisse d'1 mètre par an. La mer Morte disparaît parce qu'on a rompu un équilibre qui était millénaire. Au Mali, malgré le manque d'eau, les Dogons sont devenus les premiers producteurs d'oignons rouges d'Afrique. Comment ont-ils fait? En France, seule contre tous, une jeune femme, Christine Jean, a empêché la construction de grands barrages qui auraient dénaturé la Loire. La seule solution, c'est de composer avec le fleuve, d'arrêter de vouloir le maîtriser définitivement. Au Moyen-Orient, comme ailleurs, en pompant sans retenue dans la nappe souterraine, on l'épuise, au risque de la tarir. On est en plein désert, on dirait des marécages. Il y a un gâchis d'eau inouï. Au Brésil, nous suivrons Danielle Mitterrand. Elle se bat pour protéger un paradis naturel où 2 fleuves prennent leur source. L'eau du Minas Gerais doit rester le bien de tous. On ne vend pas la vie. Or, l'eau, c'est la vie. Nous sommes tous responsables. Il faut sauver l'eau aujourd'hui si nous voulons qu'il en reste demain. Savez-vous que seulement 0,3% de toute l'eau douce de la planète est disponible pour l'homme? Oui, j'ai bien dit seulement 0,3%. Le reste, ce sont des nappes souterraines et les glaces des pôles qui sont inaccessibles. Je vous emmène maintenant dans un des lieux les plus arides et les plus étonnants du monde, le sud-est de la Jordanie. Oh là 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 là, c'est magnifique. Regarde, c'est incroyable ce truc. Avec le soleil comme ça qui est en train de descendre. C'est ça qui est beau, voilà, ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Et là, au milieu du désert, je découvre un spectacle incroyable. Une ville entièrement taillée dans le rocher. Nous sommes en Jordanie et voici Petra. C'est une cité unique au monde, érigée en plein désert malgré la rareté de l'eau. Petra était un caravansérail, le plus grand centre commercial de la région. Elle a abrité jusqu'à 30 000 caravaniers et commerçants des routes de l'encens. C'était au 1er siècle après Jésus-Christ. On les appelait les Nabatéens. Petra était une étape très importante du commerce de l'encens que les Nabatéens transportaient d'Arabie jusque vers la Méditerranée. La ville fut abandonnée il y a 2000 ans, quand les chameaux furent remplacés par les bateaux qui contournaient le désert. À Petra, il ne pleuvait en moyenne que 9 jours par an.
Pour recueillir l'eau, les Nabatéens avaient construit des kilomètres de rigoles et de grandes citernes creusées dans la pierre. Et plus que tout, les Nabatéens avaient le sens de l'économie de l'eau. À Petra, je retrouve un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Riccardo Petrella, un économiste italien qui milite pour que l'eau ne soit pas une marchandise. Alors ici, les Nabatéens ont vécu pratiquement sans eau. Est-ce que vous pensez qu'on a des leçons à apprendre d'eux? Moi, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de leçons. La première, c'est qu'un peuple peut vivre avec peu d'eau s'il fait un usage collectivement, un usage raisonnable, un usage parcimonieux et un usage également solidaire. Ça, c'est fondamental. Si on fait ça, je crois que le reste, ça va tout seul. Est-ce qu'il est vrai que tous les jours, il y a des gens qui meurent parce que l'eau est insalubre? C'est ça le scandale d'aujourd'hui. Le scandale de l'eau, c'est que malgré nous ayons la possibilité de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau, eh bien, il y a encore 4500 enfants qui meurent chaque jour à cause de maladies dues à l'absence d'eau potable et à l'absence de services sanitaires. Et moi, je trouve que c'est le scandale le plus significatif de notre société actuelle. Défendre le droit à l'eau, c'est défendre le droit à la vie. C'est pour cette raison que Riccardo Petrella milite au plan international afin que le droit à l'eau soit inscrit dans la Charte des droits de l'homme. Ce qui rend la tâche très difficile, c'est que l'eau est inégalement répartie sur la planète. Il y a à peu près 150 à 200 millions de personnes sur la surface terrestre qui ont effectivement ce problème par un fait objectif d'absence d'eau. Mais on constate que même dans les déserts les plus profonds, le riche a toujours accès à l'eau. Donc c'est la responsabilité de l'homme qui est engagée. On arrive à dire que finalement la solution au problème, c'est votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'eau est devenue une marchandise. Et la vie doit être gratuite. Et l'eau qui est la vie, l'eau pour la vie, pas l'eau pour la douche, l'eau pour la piscine. L'eau pour la vie doit être l'expression de la gratuité de la vie. Ici, à Petra, les hommes ont réussi à vivre intelligemment au milieu de nulle part. Aujourd'hui encore, notre civilisation essaye de dompter le désert. À Las Vegas, dans le pays le plus riche du monde, on dépense l'eau sans compter. Combien de temps encore la capitale du jeu va-t-elle survivre? Las Vegas aura coûté des milliards de dollars, mais surtout des milliards de mètres cubes d'eau potable pour un pur fantasme. Mais jusqu'à quand? Nous sommes dans le désert de Mojave, au sud du Nevada, l'État le plus sec des États-Unis. Ici, il pleut en moyenne 200 mm d'eau par an, 3 fois moins qu'à Paris. En permanence, le soleil fait régner une chaleur accablante. C'est dans ce décor que se trouve l'une des cités les plus impressionnantes au monde, Las Vegas. La nuit tombe enfin sur le désert, et Vegas peut révéler toute sa démesure. Malgré la sécheresse permanente, l'eau est partout. Les casinos continuent de rivaliser d'extravagances aquatiques. Il faut dire que tout leur est permis. Ils rapportent 6 milliards de dollars par an. Résultat, la consommation en eau de Las Vegas est 2 fois supérieure à la moyenne des États-Unis, soit plus de 1000 litres par jour et par personne. C'est 4 fois plus qu'en France. Rien ne semble étancher la soif de Sin City. Pat Mulroy est la femme la plus puissante du Nevada. Elle est chargée d'approvisionner en eau Las Vegas et sa région, coûte que coûte. Quand je me lève le matin, je sais qu'il y aura de l'eau pour tout le monde ce jour-là. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer dans 5, 30, 40 ou même 50 ans. C'est notre plus grande angoisse. Quand vous habitez la ville la plus aride des États-Unis, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et qu'il n'y ait plus d'eau. Le problème, c'est que Las Vegas manquera bientôt d'eau. La ville connaît la croissance la plus rapide des États-Unis. Une population de plus d'1,5 million d'habitants qui devrait doubler en 10 ans. Une explosion démographique alimentée par les 40 millions de visiteurs qui font de Las Vegas la première destination touristique des États-Unis.
Pour Pat Mulroy, rien ne doit freiner cette extraordinaire expansion. Et surtout pas le problème de l'eau. Mon rôle est d'apporter de l'eau, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Je ne dois en aucun cas intervenir sur le développement de la ville, ni me prononcer sur la façon dont elle se développe. Personne ne se soucie du gâchis de l'eau. Les 3/4 de la consommation de Las Vegas sont dus au jardin, au parc ou encore aux 50 golfs de la ville. Cela ne fait qu'aggraver le plus gros handicap de Las Vegas, sa dépendance à 88% de l'eau du Colorado. La principale source d'approvisionnement en eau de la ville est le lac Mead, un lac artificiel, le plus grand réservoir des États-Unis. En tout, 7 États de l'Ouest américain pompent leur eau dans le lac Mead, selon un partage décidé il y a plusieurs années, bien avant la sécheresse prolongée qui frappe toute la région. Aujourd'hui, le lac Mead a atteint ses limites. En 10 ans, il a diminué de moitié. Le niveau du lac baisse, car les 7 États signataires pompent le maximum d'eau auquel ils ont droit. Ils prennent plus d'eau que la rivière Colorado peut en fournir. Ce n'était pas le cas avant. Souvent, les hommes d'affaires pensent qu'ils peuvent asservir les choses à leur façon. Alors Mère Nature se charge de les rappeler à l'ordre. Le sud du Nevada et Las Vegas peuvent jouir d'une quantité d'eau contrôlée et limitée. Même si la ville continue à se développer, ils ne pourront pas prendre plus d'eau dans le lac. Il faut qu'ils trouvent d'autres moyens d'approvisionnement. La seule solution trouvée par Las Vegas est d'aller chercher l'eau là où elle est, à 500 km de la ville, à l'est du Nevada. Les autorités prévoient de construire un aqueduc géant pour capter l'eau de cette magnifique vallée. Mais pour le leader de l'opposition à l'aqueduc, Dave Tilford, c'est toute la biodiversité de la région qui pourrait être remise en cause. Cette eau est utilisée par les animaux sauvages pour se désaltérer, mais aussi par le bétail qui vient paître dans la région. Toute cette plaine verdoyante sert également de pâturage à toute la faune sauvage. C'est cette eau-là qui les intéresse. Une eau qui sort tout droit d'une nappe phréatique dont nul ne connaît la capacité ni combien de temps elle durera. Cet aqueduc sera si énorme qu'un homme pourra s'y tenir debout à l'intérieur et marcher jusqu'à Las Vegas. Ce projet devrait coûter environ 2 milliards de dollars. Ça représente une belle somme. Mais si l'on considère ce que rapporte le tourisme à Las Vegas, c'est un investissement rentable, jusqu'au dernier centime. Pourtant, dans le Nevada, les réserves en eau ont aussi souffert de la sécheresse. Dean Baker dirige avec ses 3 fils le ranch familial depuis plus de 40 ans. Et il n'a pas assez d'eau pour ses activités. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'eau dans les abreuvoirs. On avait l'habitude de faire boire les vaches ici, mais on ne le fait plus. Cela fait des années que l'eau n'a pas coulé de cette source. On peut regarder à l'intérieur. L'eau n'arrête pas de baisser. Selon moi, l'eau est à 4 ou 5 mètres de profondeur. Comme tous les ranchers de la région, Dean s'inquiète de la baisse de la nappe phréatique. Version américaine du pot de terre contre le pot de fer, les 6000 habitants de la vallée ont engagé un combat inégal contre les maîtres du jeu. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils doivent construire un pipeline de plusieurs milliards de dollars, et tout ça pour soutenir le développement que eux-mêmes désirent, pour gagner encore plus d'argent. Alors moi, je pose la question, que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'eau? On reviendra ici dans 5, 10 ou 50 ans, et cette source-là, ce ne sera plus qu'un tuyau qui sort du sol? Et tous ces arbres qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années,
Ils seront tous morts? Où la ville de Las Vegas ira-t-elle chercher de l'eau ensuite? Et que feront mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? Où iront-ils quand il n'y aura plus d'eau pour eux? Oui, ils ont peur. Ils ont peur que leur ranch disparaisse. Ils ont peur que la vie telle qu'ils la connaissent disparaisse. Alors ils avancent doucement et ils nous expliquent toutes leurs inquiétudes. Mais cette eau ne leur appartient pas. Légalement, Las Vegas a tous les droits, quitte à priver cette vallée de toute son eau et ainsi détruire tout un pan des traditions américaines. Consommer raisonnablement pourrait suffire, mais l'heure n'est pas à la réflexion. Il faut trouver de l'eau et vite pour ne pas faire fuir les investisseurs et les touristes. Las Vegas est unique en son genre. Quand les touristes viennent ici, ils veulent faire l'expérience de la réalité virtuelle. Ils ne veulent pas que la réalité gâche leur week-end. Mais un jour, la réalité finira bien par rattraper Las Vegas. Voici justement l'anti-Las Vegas, Amman en Jordanie, une ville où l'eau est rare. Un habitant d'Amman consomme 15 fois moins d'eau qu'un Américain. Et cette quantité diminue chaque année avec l'augmentation de la population. Attention! 1, 2, 3, ouais! Ok, thank you! Amman, Pékin, Le Caire, Mexico. Savez-vous qu'on manque d'eau dans la moitié des plus grandes villes du monde? Le plus désolant, c'est que 30 à 50% de l'eau distribuée est perdue à cause des fuites dans les canalisations. Cette ville d'Amman, la capitale de la Jordanie, a été créée de toutes pièces dans les années 20. C'était un village de 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est une très grande ville de plus de 2 millions de citadins. Près de 50% du pays vit ici, sans compter tous les réfugiés de la guerre en Irak. Mais ils ont tous une obsession, l'eau. Elle est rationnée. Chaque famille possède sa citerne. Et à Amman, l'eau n'est pas distribuée tous les jours. À Amman, par la force des choses, l'eau est devenue une marchandise trop chère. Tous les jours, 1200 camions-citernes circulent dans la ville pour livrer de l'eau aux habitants. L'eau du robinet à Amman ne coule qu'une fois par semaine. En proportion, un Jordanien doit consacrer 10 fois plus d'argent à l'eau qu'un Français. Ici, l'eau est distribuée une seule journée par semaine. Elle alimente nos cuves dans la nuit, de 22h jusqu'au lendemain à la même heure. Quand on a de l'eau une fois tous les 8 jours et qu'elle doit servir à toute une famille, avec des enfants, ce n'est vraiment pas facile. Comment vous gérez ça au quotidien? Expliquez-moi un petit peu comment vous faites. La première chose, c'est d'assurer le lavage du linge, en faisant couler l'eau doucement. La lessive de la semaine doit se faire en un jour, le ménage aussi. En fait, toutes les tâches ménagères doivent se faire en une seule journée. Et les autres jours, je ne fais que des petites tâches qui nécessitent peu d'eau pour tenir jusqu'à la prochaine livraison. En été, on a besoin de nettoyer plus et le problème s'aggrave, car l'eau est évidemment encore plus rare. Imaginez la situation. Il faut prévoir l'eau pour le bain des enfants et ça devient vraiment catastrophique l'été. L'eau que vous recevez, est-ce qu'elle est bonne à boire? Est-ce que c'est de l'eau d'une bonne qualité? Je pense que ceux qui ont des citernes propres peuvent la boire. Mais nous, non. Car notre citerne est rouillée. Donc l'eau est insalubre et on ne peut vraiment pas la boire. Alors en plus, nous sommes obligés d'acheter de l'eau potable en bouteille. Pendant ce temps,
nous, Français, nous achetons près de 6 milliards de bouteilles d'eau par an parce que nous n'avons pas confiance dans l'eau du robinet. Et pourtant, qu'elle sorte du robinet ou qu'elle soit vendue en bouteille, c'est toujours la même eau qui circule depuis des milliards d'années. Ce circuit permanent, c'est le grand cycle de l'eau. Pour l'eau douce, tout commence dans les océans, qui concentrent 97% des eaux du globe. Sous l'action des rayons du soleil, une mince pellicule d'eau s'évapore, laissant le sel à la mer. Elle commence alors son long voyage dans les airs, sous forme de vapeur d'eau, puis se condense en nuages. Lorsque les micro-gouttes qui composent les nuages ont un diamètre suffisant, elles se transforment en pluie ou en neige. Une partie de cette eau est emprisonnée dans les glaciers. Ils représentent aujourd'hui les 2/3 de l'eau douce qui existe sur la planète. Une réserve à laquelle nous n'avons pas accès. L'eau liquide, elle, trace son chemin vers les océans. Sa force érosive, sur des millions d'années, lui permet de façonner une multitude de reliefs, de se frayer un passage même dans les roches les plus dures. Une partie de l'eau qui coule sur la Terre plonge sous la surface. Si on exclut les glaciers, il y a 100 fois plus d'eau douce sous le sol que sur la Terre. Le grand cycle de l'eau qui paraît si bien rodé comporte malheureusement un point faible. L'eau ne retombe pas systématiquement au même moment ni aux mêmes endroits. Dans de trop nombreuses régions du globe, l'eau manque. Ailleurs, les cycles climatiques alternent des saisons des pluies diluviennes avec des saisons sèches où il ne pleut pas. Les robinets du ciel s'ouvrent et se referment brutalement. C'est ce qu'on appelle la mousson. Sur un quart de l'année tombent les 3/4 des pluies, un moment de renaissance pour les hommes et pour la nature. Une partie de l'eau douce présente sur Terre n'est pas utilisable. Retournée trop vite aux océans, stockée sous la forme de glace ou dans des nappes trop profondes, elle ne participe plus au cycle de l'eau. Comme l'or noir, l'or bleu n'est pas inépuisable. À nous donc de trouver les bonnes solutions pour empêcher l'eau de nous filer entre les doigts. Je survole maintenant la vallée du Jourdain. C'est toujours la même histoire. Ici, les eaux du fleuve ont été détournées pour irriguer les champs et alimenter les villes. Le résultat, c'est que le débit du fleuve a été divisé par 20. Et une infime partie de ces eaux parvient encore jusqu'à la mer Morte. Nous y sommes, la mer la plus salée du monde, mais son niveau baisse d'1 mètre par an. Les eaux de la mer Morte sont 10 fois plus salées que celles de l'océan. Ces grands champignons blancs que vous voyez sont le résultat de l'évaporation de l'eau et du sel qui se cristallisent. On appelle ces concrétions de sel des évaporites. Nous sommes sur les rives israéliennes de la mer Morte. Ici, c'est l'endroit le plus bas du monde, 412 mètres en dessous du niveau de la mer. Depuis 50 ans, cette mer a perdu 30% de sa superficie et les experts estiment sa disparition en 2050. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, pourquoi la mer Morte disparaît? La mer Morte disparaît parce qu'on a rompu un équilibre qui était millénaire. C'est-à-dire que chaque année, l'eau de la mer Morte disparaissait par évaporation, parce qu'il fait très chaud ici en été. Mais cette quantité perdue par évaporation était rendue à la mer Morte par le fleuve Jourdain, qui est son seul affluent.
Depuis une cinquantaine d'années, Israël a détourné les sources du Jourdain et la Jordanie aussi, essentiellement pour développer l'irrigation à grande échelle. Donc le fleuve Jourdain n'est plus capable d'acheminer la quantité d'eau nécessaire pour remplacer l'eau perdue par évaporation. D'autre part, en aval, le phénomène d'évaporation est accéléré par deux compagnies qui littéralement traitent la mer Morte comme une mine et qui acheminent l'eau que nous voyons ici par un canal vers des bassins d'évaporation pour accélérer ce processus d'évaporation et récupérer les sels. Les sels dissous dans la mer Morte contiennent de grandes quantités de potassium, de brome et de magnésium. Ces matières premières sont très recherchées par l'industrie chimique et sont exploitées à grande échelle par Israël et la Jordanie. Mais tous ces bouleversements menacent des formes de vie uniques au monde qui se sont adaptées à ces conditions extrêmes. Est-ce que c'est important de sauver la mer Morte? Ça va servir à quoi? Si vous considérez que c'est un écosystème unique au monde, parce qu'elle a beau être morte, on a un écosystème qui en dépend. Si vous considérez que la disparition de la mer Morte entraîne des affaissements de terrain assez catastrophiques sur ces rives, on voit beaucoup de bonnes raisons d'essayer de sauver la mer Morte. Par contre, sauver la mer Morte n'a pas d'intérêt si on la considère simplement comme une ressource minière. Du moment qu'on a terminé d'exploiter la mine, on ferme la mine et on va exploiter autre chose. Regardez comme c'est drôle. Dans la mer Morte, il y a tellement de sel qu'on peut flotter sans savoir nager. J'ai vu qu'il y avait énormément de touristes qui se baignaient dans la mer Morte. Et en même temps, on me dit qu'elle est très polluée, là. Je ne comprends pas très bien. C'est que depuis le développement de l'irrigation et de l'agriculture à échelle industrielle dans la vallée de la mer Morte, on a évidemment les ruissellements des eaux agricoles usées vers le fleuve Jourdain, qui sont les seules eaux qui finalement maintenant sont acheminées encore vers la mer Morte. Elles sont évidemment très chargées en insecticides, en pesticides, en engrais, et il n'y a pas d'évacuation possible, puisqu'ici c'est le terminus. Alors, il y a un grand projet d'un canal qui irait d'ici jusqu'à la mer Rouge, donc juste au bout là-bas, pour amener de l'eau de la mer Rouge justement ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Alors, c'est un projet en même temps que moi je trouve beau dans l'idée, parce qu'en fin de compte, c'est un projet où les Israéliens, les Palestiniens, les Jordaniens vont travailler ensemble. Oui, ils travailleraient ensemble pour acheminer l'eau de la mer Rouge à la mer Morte, qui n'a pas du tout la même concentration en sel. Ça changerait l'écosystème de manière irrémédiable et pour toujours. Ça ne sauverait la mer Morte que dans le sens où on remplirait un trou d'eau. C'est tout, comme vous remplissez votre piscine. Comment va être réglé le problème de l'eau ici? La seule solution serait d'accepter de vivre avec notre planète, d'accepter que la ressource n'est pas infinie et qu'on ne pourra pas simplement faire grandir éternellement les quantités d'eau qu'on veut allouer à l'agriculture ou à l'industrie ou à la consommation domestique. Accepter les limites de notre planète. Julie a entièrement raison. Aujourd'hui, des lacs immenses sont quasiment asséchés. Je me souviens du lac Tchad que j'ai photographié. Regardez ce qui s'est passé. Il a perdu 95% de sa surface en 40 ans. Les coupables, ce sont la sécheresse, les barrages et l'irrigation. Là où il y avait quasiment une mer, il ne reste qu'un petit lac entouré de marécages. Pour la mer d'Aral en Asie centrale, c'est le même scénario en pire. Cette mer était grande comme les Pays-Bas et la Belgique réunis. Les deux fleuves qui s'y jettent ont été détournés pour irriguer des champs de coton. Résultat, la mer d'Aral a presque totalement disparu. J'ai fait ces photos surréalistes de ces bateaux de pêcheurs échoués dans un désert. Pire encore, les vents transportant des poussières salées ont empoisonné les terres sur une centaine de kilomètres à la ronde. Aujourd'hui, cette catastrophe affecte la vie de millions de personnes. Un développement durable, c'est sans aucun doute la solution de demain pour conserver notre patrimoine écologique. Il y a en France une femme exceptionnelle.
Tout le monde la connaît comme la Passionnariat des fleuves. Voici la fabuleuse histoire de Christine Jean, combattante de la Loire, qui a contribué à sauver le plus beau cours d'eau de notre pays. C'est le plus long fleuve de France, une voie d'eau naturelle longue de 1000 km. Son bassin occupe 1/5 du territoire. La renommée de la vallée de la Loire dans le monde tient d'abord à ses châteaux. Chenonceau, Chambord, Chaumont, des joyaux architecturaux de la Renaissance. Depuis sa source au mont Gerbier des Joncs jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique, la Loire a aussi conservé de nombreuses richesses écologiques. Des échassiers comme les grandes aigrettes, les hérons, mais aussi des castors, des loutres et des saumons qui remontent le fleuve pour se reproduire. Pourtant, depuis 1950, 80% des fleuves d'Europe ont été équipés de barrages. En perturbant le régime des fleuves, ces barrages empêchent les nappes phréatiques de se recharger. Ils appauvrissent les milieux naturels. De nombreuses espèces animales disparaissent. Si la Loire est restée l'un des fleuves les moins dégradés d'Europe, c'est grâce au combat de cette femme, Christine Jean. 20 ans de croisade pour que le fleuve reste sauvage. Tout autant que nous avons encore besoin de poser nos yeux sur des espaces qui nous paraissent pas totalement maîtrisés par nous, parce que c'est là qu'on peut commencer à rêver, on peut commencer à imaginer des choses, et ces espaces se font extrêmement rares. Pour moi, la Loire, c'est une lumière qui résulte de cette coexistence du ciel, de l'eau, du sable, de la végétation. Cette Nantaise a passé toute son enfance au bord de la Loire, ce qui explique en partie sa volonté farouche de défendre le fleuve contre tous les aménagements qui pourraient le dénaturer. J'avais quand même un attachement extrêmement fort à cette nature, peut-être parce que je me souvenais de promenade avec mon père où on allait cueillir les jonquilles, où c'était extrêmement sympa, et tout ça, petit à petit, ça disparaissait. C'est ici, en Auvergne, dans les gorges de Serre de la Fare, que Christine Jean a commencé son combat. Un projet de barrage menaçait de faire disparaître l'une des dernières vallées sauvages de la Loire et son écosystème encore intact. Aujourd'hui, 17 ans après, Christine Jean est fière de son action menée contre l'ouvrage qui devait s'élever ici. C'est grâce à elle que ce fleuve sauvage n'a pas été définitivement dompté. L'eau serait montée à 80 mètres au-dessus, là, du niveau actuel, à peu près. Ou alors à moins que ce soit à la hauteur du mur, mais enfin c'est dans ces environs-là, donc on aurait eu besoin d'un gros tuba. Aujourd'hui, je crois que personne ne regrette. Sans rire, c'est à chaque fois émouvant de revenir là et de se dire c'est un peu grâce à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne serait pas bougé. Aujourd'hui, il n'y aurait plus ça. À partir de 1989, pendant 5 ans, le chantier du futur barrage est occupé par les écologistes. Les manifestations se multiplient. Christine Jean se charge de coordonner le collectif d'associations anti-barrage. Cette jolie Bretonne, passionnée par ces dossiers, intéresse les médias. À 30 ans à peine, elle devient le porte-drapeau des défenseurs de la Loire. Quelques amoureux de la nature décident de dire non. Union sacrée contre les barrages, on s'unit tous les protecteurs de la nature du bassin de la Loire pour faire échec à ce projet. Donc il était évident que c'était la bataille de David contre Goliath, du pot de terre contre le pot de fer. La Loire dans son lit, l'eau c'est la vie. La Loire dans son lit, l'eau c'est la vie. Ceux qui défendent les projets de barrage accusent les écologistes de mener un combat d'arrière-garde. Il ne s'agit pas de refuser tout aménagement. Mais entraver la circulation de l'eau dans le lit d'un fleuve, c'est perturber l'équilibre de toute sa vallée, de la source jusqu'à l'estuaire. La seule solution, c'est de composer avec le fleuve, d'arrêter de vouloir le maîtriser définitivement, mais de composer avec la nature. En 1994, 5 ans après le début de la mobilisation, le gouvernement français recule. Le projet de barrage de Serre de la Fare est annulé. Les autres suivront. Moi, j'étais en vacances en famille en Écosse. Et là, je téléphone pour savoir ce qu'il en est de la décision
du gouvernement et j'apprends qu'il y a abandon du barrage de Serre-de-la-Fare. Donc ça, c'était vraiment un souvenir très très fort, mais il y en a plein. On la comprend, quand on sait que les barrages modifient dangereusement le lit des fleuves et retiennent des alluvions chargées en métaux lourds. Cette victoire retentissante aboutit même à la destruction d'ouvrages déjà en activité. Tout d'un coup, on a une bascule. Ce qui n'était pas possible devient possible. Ce qui n'était pas possible parce que c'était culturellement, mais comme on dit, iconoclaste de faire sauter un barrage, ça devient possible parce qu'on a mis un autre discours derrière. On n'est pas contre le barrage, on est pour le saumon. On est pour la préservation des poissons migrateurs, et qui peut être contre la préservation des poissons migrateurs? En disant cela, Christine Jean gagne le soutien des pêcheurs qui veulent sauver le grand saumon sauvage. Aujourd'hui, il commence à faire son retour dans la Loire. C'est le même objectif que poursuit cet homme, Martin Arnaud, disciple de Christine Jean. Son combat, le retour du grand saumon de l'Atlantique sur le principal affluent de la Loire, l'Allier. Cela passe aussi par le démantèlement d'un barrage, le barrage de Poutès. Tout le monde sait que le barrage de Poutès est au cœur des meilleures frayères, que c'est le seul grand barrage sur l'Allier. Tout le monde commence à intégrer la valeur du poisson, la valeur de cette rivière. Donc il n'y a pas de raison que dans le prolongement du combat de Loire vivante, on n'efface pas dans les années qui viennent le barrage de Poutès. La concession accordée à EDF se termine en 2007. L'entreprise a demandé de la prolonger de 40 ans. C'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, le barrage est toujours là, donc notre mobilisation, évidemment, reste très forte pour franchir les derniers mètres, afin que tout le monde comprenne, que la société comprenne que c'est un ouvrage du passé et que maintenant l'avenir, c'est l'enlever. Aujourd'hui, il existe un parc d'éoliennes dans la région. 10 seulement suffiraient à remplacer la production électrique du barrage. La suite logique du bras de fer entamé il y a 20 ans par Christine Jean et les défenseurs de la Loire. Un combat qui, en 1992, valut à Christine une reconnaissance internationale. Le prix Goldman, véritable prix Nobel de l'environnement. Mais Christine a déjà oublié les paillettes et repris son combat. La Loire n'est pas seulement sa réussite, mais celle de tous ceux qui se sont battus pour le respect de l'environnement et de la nature. À l'époque, ils n'étaient pas si nombreux. C'est vrai que c'est parfois un peu drôle de voir comment, aussi peu nombreux, nous avons pu être perçus comme étant extrêmement puissants. Et là, ça interpelle quand même. Mais en même temps, c'est bien, parce que je crois que nous étions puissants. Nous étions certainement puissants parce que nous allions dans le sens de l'histoire. Il y a eu ma passion pour la nature, et il y a eu cet objet Loire qui était quand même un objet magnifique. Et puis, il y a eu aussi ce combat pour la nature et ce combat pour la démocratie. Parce que tout d'un coup, on apprend que, ma foi, la démocratie, ça s'use quand on s'en sert pas. Pour autant, Christine Jean ne baisse pas la garde. Aujourd'hui, elle espère infléchir des décisions concernant l'extension du port de Saint-Nazaire dans l'estuaire de la Loire. Cette extension menace en effet les marais et les vasières, qui sont des territoires nourriciers essentiels pour les poissons et les oiseaux. Il ne faut ni les détruire, ni les polluer. L'objectif est de limiter l'agrandissement du port sans reproduire les erreurs du passé, pour que la Loire reste un fleuve vivant et libre. Nous survolons de nouveau le désert en Jordanie. La définition d'un désert, c'est une région où il tombe moins de 250 mm d'eau par an. Et comme il fait très chaud, toute l'eau qui tombe s'évapore. 41% des terres de la planète sont des déserts ou des quasi-déserts. On a du mal à l'imaginer, mais près de 2 milliards de personnes vivent dans ces régions où l'eau est très rare. Un homme sur 3. Me voici dans un des plus beaux déserts du monde. Nous sommes à Wadi Ram, au sud de la Jordanie. Wadi Ram, ça veut dire la montagne élevée. Ici, il y a 400 millions d'années, il y avait la mer. Et toutes ces montagnes ont été façonnées par les vents de sable. En réalité, le désert du Wadi Ram n'est pas désert. 6000 personnes y vivent, dont 2000 bédouins. Les bédouins, ce sont des éleveurs nomades. Ils se déplacent en permanence pour trouver des pâturages pour leurs troupeaux.
Dans cette partie du grand désert d'Arabie, on continue à vivre de cette façon sous la tente et en se déplaçant de point d'eau en point d'eau. Salam alaikum. Alaikum salam, bien. Kaif halak? Tamam. Tamam. Quand vous trouvez une mare d'eau dans la montagne, comment vous savez que cette eau, vous pouvez la boire ou pas, qu'elle ne va pas rendre malade vos enfants ou vous-même? Ce qui compte, c'est la qualité du rocher et du sable à travers lesquels l'eau est filtrée. En fait, on sait qu'elle est purifiée par tout ce qui est minéral. Et c'est cela qui fait qu'elle est bonne à boire. Dans le désert, je peux voir tout de suite que l'eau de la mare est saine lorsqu'il n'y a pas de mauvaises herbes ni d'insectes qui s'y développent. Quelle est la qualité de l'eau qu'on trouve dans le désert? Est-ce que la qualité a changé? C'est toujours la même? Aujourd'hui, on souffre davantage de la sécheresse. Mais l'eau, elle, n'est pas moins bonne parce que c'est de l'eau de pluie et que nous sommes dans une région où il n'y a pas de pollution. Ici, l'eau est très pure et toujours aussi bonne à boire. Est-ce qu'il y a des sources qui appartiennent à des familles ou est-ce que l'eau est partagée entre vous tous? L'eau n'est pas considérée comme une propriété privée. Il y a des sources pour lesquelles on sait que certaines familles ont fait des travaux pour rendre leur accès plus facile. Mais dans le désert, personne ne peut se permettre d'être l'unique détenteur de l'eau. Son accès est ouvert à tous ceux qui veulent boire ou faire boire leurs troupeaux. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez donner à nous, occidentaux, qui gâchons beaucoup d'eau? Ma vie dans le désert m'a donné l'occasion d'être très économe en eau. Quand je prends une douche, j'ouvre le robinet, je le referme tout de suite, je me savonne et puis je me rince très vite pour ne rien gâcher. Je pense que l'eau est vraiment un don de Dieu et que l'homme doit être vraiment respectueux avec les dons de Dieu. Dans le désert, le milieu impose un mode de vie. On est obligé d'être solidaire. Il faut économiser et partager l'eau. C'est une règle chez les Bédouins d'accorder l'hospitalité. On reçoit l'étranger sous la tente, on lui offre le thé, on partage le repas. C'est fou ce qu'un désert peut abriter comme vie animale et végétale. Un monde insoupçonné se réveille à la moindre goutte de pluie ou de rosée matinale. Regardez, ce combat pour la vie sans eau est étonnant. La vie sans eau semble impossible. Pourtant, des milliers d'espèces peuplent les étendues désertiques. Ces terres arides, très différentes, portent toutes le même nom, désert. Dans ces régions, les pluies sont un phénomène rare et l'air est très sec. La température monte jusqu'à 50 degrés. Comment vivre avec si peu d'eau? Avant tout, il faut en récolter le plus possible. Pour les plantes, l'unique chance de capturer l'humidité est de profiter de la rosée, à l'aube. Une aubaine dont profitent la plupart des êtres vivants. Technique plus efficace, d'autres récoltent directement l'eau portée par la brume. Elle se condense progressivement le long de leur corps et glisse jusqu'à leur gueule. Pendant le reste de la journée, quand le soleil est au zénith, l'objectif n'est plus de trouver de l'eau, mais d'en perdre un minimum. La couleur prend alors toute son importance. Les tons clairs réfléchissent le rayonnement solaire et font baisser la température de la peau. La stratégie est identique pour ces arbres, mais ils possèdent un autre atout en cas de sécheresse extrême. En sacrifiant une branche, ils diminuent leurs besoins en eau et assurent leur survie. La plupart des plantes ont limité le nombre et la taille de leurs feuilles pour économiser le précieux liquide. De plus, elles ont développé des capacités de stockage phénoménales. Ces cactus peuvent contenir en réserve des centaines de litres d'eau. Accumuler l'humidité est vital.
Encore faut-il limiter au minimum le gaspillage. Les plus chanceux disposent d'une adaptation surprenante. Avec un corps aplati, il est possible de ne s'exposer qu'à moitié aux rayons du soleil. À l'abri, l'autre moitié se refroidit rapidement. Lorsque la température au sol est de 70 degrés, il faut minimiser le contact avec le sable brûlant. Lever alternativement les pattes permet de les refroidir instantanément. Heureusement, le sable est un très mauvais conducteur de chaleur. Lorsque l'on n'est pas doué pour les contorsions, la méthode la plus simple est de créer un abri. Pour cela, un simple enfouissement protège du soleil. Pour que la vie reprenne, il suffit alors d'attendre que le soleil disparaisse. Certaines plantes profitent de ce répit et n'ouvrent leurs fleurs qu'à la tombée de la nuit. Après une journée passée à l'abri, la vie remonte à la surface. Pour les prédateurs, c'est une chance de s'alimenter et de récupérer l'eau contenue dans leur proie. La vie dans les déserts est précaire. Aujourd'hui, elle ne tient plus qu'à un fil. Que la sécheresse s'accentue et elle disparaîtra. Le désert, c'est pas toujours une fatalité. Ici, dans le Negev, au sud d'Israël, il cède peu à peu la place à une grande forêt. Ça, c'est la forêt de Yatir? Oui, c'est la forêt de Yatir. Des oliviers, des cyprès, des pins, des pistachiers. Cette forêt au milieu du Negev, c'était le rêve d'un homme, David Ben Gourion, un des pères fondateurs d'Israël. 4 millions d'arbres stoppent ici le désert. Des villages naissent et l'homme gagne du terrain. Cette forêt est totalement artificielle. Elle est née de la main des hommes. Le premier arbre a été planté en 1963. Aujourd'hui, la forêt de Yatir couvre 3000 hectares. C'est la plus grande forêt du pays, elle n'a pas 40 ans. Grâce à cette lutte contre la désertification, la population du désert du Negev va augmenter de près de 50% en 10 ans avec l'arrivée des nouveaux émigrants d'Europe de l'Est. Mais ailleurs dans le monde, à cause de la sécheresse et d'une mauvaise exploitation des sols, près de 600 millions d'hectares, c'est-à-dire 11 fois la taille de la France, sont en voie de désertification. En Israël, justement, les agronomes ont inventé, ou plutôt perfectionné, l'agriculture du désert. Nous sommes à Ktoura, en Israël. Il y a ici une femme exceptionnelle que je veux vous présenter. Elle s'appelle Hélène Soloway. Elle mène ici des recherches étonnantes dans ce kibbutz expérimental, entouré de cette magnifique palmeraie, mais je ne vous en dis pas plus. Bonjour Hélène. Hello. Qu'est-ce que vous plantez comme arbre là? Je plante un arbre qui s'appelle Balanitus aegypticus. C'est un arbre qui est habitué à vivre dans cette région. Il a besoin de très peu d'eau, moins de 10 mètres cubes par an. Pourquoi c'est important de planter des arbres? Aujourd'hui, la seule façon de faire revivre une zone souffrant de désertification est de planter des arbres pour permettre aux autres plantes, animaux, insectes et oiseaux de vivre sur ces terres. Les arbres sont la base de tout écosystème. C'est l'élément le plus important. Les arbres sont un remède à de nombreux problèmes environnementaux. Ce ne sont pas seulement les poumons de la Terre, ils sont aussi l'air conditionné du monde.
Ils rafraîchissent le sol, ils permettent à la pluie de revenir puisque lorsque l'air frais augmente, les nuages s'arrêtent et il pleut. Les arbres stabilisent aussi le sol qui s'érode. Ils stoppent les tempêtes de sable. Ils peuvent donc être plantés comme barrières protectrices autour des villages et des villes. Ils permettent de stocker le carbone et compensent donc les effets du réchauffement climatique. Si seulement un tiers de la planète était recouvert de forêts, je pense que beaucoup de nos problèmes seraient moindres et peut-être même disparaîtraient. Est-ce qu'on pourrait penser que tous les déserts pourraient être replantés? Certains endroits resteront à jamais des déserts. Évidemment, on ne va pas transformer le Sahara en forêt. Et est-ce bien nécessaire? Car les déserts appartiennent au monde, au même titre que tous les autres écosystèmes. Hélène Soloway fait venir des plantes du monde entier pour tester leur résistance à la sécheresse et leur tolérance au sel. Car ici, l'eau que l'on pompe dans la nappe phréatique est saumâtre, c'est-à-dire qu'elle est légèrement salée. Parmi les 800 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, la majorité vit dans des régions arides. C'est en améliorant l'agriculture du désert qu'Hélène Soloway participe à la lutte contre la faim. C'est un pitaya jaune de la famille des cactus. On l'appelle aussi l'ananas du désert. C'est un fruit qui a besoin de très peu d'eau. Délicieux, hein? Délicieux. C'est un fruit excellent et comestible pour l'homme. Il est gorgé d'eau et plaît beaucoup aux personnes qui le goûtent. C'est plein d'eau, hein? C'est incroyable. Notre planète a beaucoup souffert de nos méthodes agricoles. Il est important pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants que nous trouvions de meilleures méthodes qui utiliseraient moins d'eau, moins d'énergie, qui s'adapteraient mieux à notre environnement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis décidée à trouver ici, dans ce petit pays, pauvre en terres cultivables et en eau, des méthodes pour une agriculture durable qui n'abîmera plus la terre et qui nous permettra d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Ailleurs sur la planète, les populations continuent à vivre en refusant de gaspiller l'eau. Au Mali, il ne pleut quasiment jamais. Là-bas, le peuple Dogon, même sans eau, est devenu le premier producteur d'oignons du continent africain. Un soleil écrasant exerce son inflexible dictature à 800 km de Bamako, au cœur du Mali, à la frontière brûlante du Sahel. Un immense plateau de grès, où l'on ne repère aucun filet d'eau, s'arrête sur la falaise de Bandiagara, longue de 200 km. C'est le pays Dogon. Entre la plaine et le plateau, l'eau, si rare, est une perpétuelle angoisse. Les femmes acceptent depuis des générations d'affronter chaque jour un territoire hostile, des failles vertigineuses. Mais comment pourrait-elle se passer d'eau? Niché sur la falaise, le village de Dourou réunit 350 âmes. La sécheresse de la terre, le sable et le vent, les pluies insignifiantes, font des Dogons des agriculteurs héroïques. L'oignon est curieusement la spécialité des Dogons. Une culture traditionnelle qui réclame beaucoup d'eau. Entretenir ces jardins relève de l'exploit et d'une discipline militaire ordonnée de main de maître par Amadou, le chef de l'eau. Il rationne et il a l'œil. Kadi, tu as pris combien de calebasses d'eau? Ton mari est déjà venu ce matin. Il en a pris 40. Il n'a plus droit qu'à 10. Ça suffira pour aujourd'hui. Tu sais qu'en cette saison, c'est important de ne pas gâcher l'eau. Je te le dis tous les jours. 50 calebasses par famille et par jour. Le gardien de l'eau commande, on obtempère. Une mare à l'agonie, tout ce qui reste des dernières pluies pour arroser les jardins. L'anxiété se lit sur le visage d'Amadou. Je suis inquiet et que vraiment, il ne pleut pas beaucoup et que c'est la seule eau. Vraiment, quand on prend beaucoup, on risquerait à 3 mois de ne plus avoir de l'eau. Chaque villageois vit ici de l'agriculture et récolte l'oignon en famille dans ses carrés de terre. Malgré des conditions impossibles, on produit tout de même plusieurs milliers de tonnes d'oignons par an. Avec un rationnement exemplaire de l'eau,
la plus importante source de revenus du pays, se maintient. Cultiver l'oignon n'est pas une chose facile. Mais avec la récolte, je peux acheter du mil pour manger et même payer mes impôts. Malgré les suppliques des anciens, les nuages ne sont pas généreux au-dessus du pays d'Ogon. 60 jours de pluie par an. Un taux de pluviométrie parmi les plus bas du monde. Savoir gérer l'eau, ne pas gaspiller, relève de la survie. Chaque parcelle d'1 mètre carré est conçue pour mieux retenir l'humidité. En sortant d'une terre aride, les oignons consacrent des mois d'efforts et de privations. Car l'apparente fraîcheur des jardins ne peut faire oublier l'enfer lunaire, écrasé de chaleur, qui entoure les parcelles travaillées par les Dogons. Les Dogons sont devenus, au prix d'efforts surhumains, les premiers producteurs d'oignons rouges d'Afrique. Des éboulis de la falaise, les femmes extraient le banco, une terre mélangée à de la paille et de l'engrais, pour mieux cultiver. Jour de marché à Doro. Kadi vient une fois par semaine vendre les oignons qu'elle cultive avec son mari. Les femmes sont chargées de négocier. Palabres, marchandage, elles animent le marché. On vend, on achète et on troque. Les grossistes emportent à chaque fois plusieurs tonnes d'oignons. De lourds ballots partent pour Bamako, la capitale, où ils sont expédiés vers tout le continent africain. Amadou n'est pas seulement le gardien redouté de l'eau des Dogons. Quand il ne rationne pas, il travaille à de nouvelles stratégies pour mieux gérer l'eau. Les agriculteurs l'ont élu pour cela il y a 5 ans. Aussi surveille-t-il avec fierté l'avancement d'un barrage qui peut tout changer. On a construit plus de 200 barrages comme celui-ci dans tout le Mali afin d'aider le travail compliqué des agriculteurs. Et c'est un Français, l'ethnologue Marcel Griaule, dont le souvenir est encore vivant ici, qui fait construire le premier barrage. Il entreprend en 1930 la traversée aventureuse de toute l'Afrique de l'Ouest pour s'arrêter en pays d'Ogon. Il y étudie les rites et les traditions de ce peuple courageux qui tente de maîtriser la nature. Précurseur du développement durable, il sait que son barrage aidera les Dogons à poursuivre l'indispensable culture de l'oignon. Fondamentalement, rien n'a changé depuis Marcel Griaule sur la falaise de Bandiagara. Les mêmes rites, le même travail de la terre, les mêmes oignons, et la crainte de plus en plus palpable de manquer un jour de l'eau sacrée sans laquelle aucun avenir n'est possible. La sécheresse est toujours plus oppressante et le désert, chaque année, plus envahissant. Découvrir une nouvelle source fait de vous un homme nouveau, puissant et envié. La rumeur s'est répandue au village. Moussa, un agriculteur, vient de trouver de l'eau au milieu des cailloux. Amadou, incrédule mais curieux, se rend sur les lieux. Moussa a bien fait d'écouter le sorcier qui lui a conseillé de creuser ici. Il a pioché, pioché encore, jusqu'à mettre à jour un filon dans la nappe phréatique à 5 mètres de la surface du sol. C'est impressionnant. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce puits? On a creusé 3 mois avant de trouver de l'eau. 3 mois. On ne savait pas si on trouverait. Mais finalement, on est tombé dessus. Ah, je suis vraiment fier. Tu peux être fier. Tu as travaillé dur, mais aujourd'hui, tu as trouvé de l'eau. Tu es l'homme le plus riche du village. J'espère revenir dans quelques temps et voir plein de belles cultures ici, avec l'eau que tu as trouvée. Le courage de Moussa a payé. Le puits lui appartient. Il pourra arroser ses cultures
et subvenir désormais aux besoins de sa famille. Il mesure aussi sa chance, car si les tentatives sont nombreuses, l'eau vient rarement récompenser les efforts des cultivateurs. Voilà plus de 10 mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau à Dourou. La situation est grave. Amadou le sait et il convoque tous les sages du village sous la Casa Palabre, la fameuse Toguna. On palabre, assis sous un toit d'1,20 m. Impossible de se disputer au risque de se cogner le crâne au plafond. Je suis venu vous dire que la saison sèche n'est pas finie, mais que l'eau va manquer, c'est sûr. Il va falloir que vous priez les génies, sinon je ne sais pas ce qui arrivera. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maître de l'eau? Je suis conscient du problème. Sache que je vais faire tout mon possible pour faire venir l'eau. Je vais prier nos mots. Partir en brousse, faire un sacrifice. Les génies seront bons pour nous. Tu verras. Pour Amadou, comme pour tous les Dogons, seuls les génies, ces êtres impalpables, imprévisibles et foncièrement bienveillants, peuvent faire revenir l'eau. Au village, il y a partout des signes de la vénération portée à Nommo, dieu de l'eau et maître de la vie. À chaque recoin de porte, chaque trou dans la pierre, un masque, une statuette, porte les espoirs d'un peuple qui travaille autant qu'il prie pour voir, bientôt, ruisseler un peu d'eau. Il y a toujours un chiffre qui m'épate quand on parle d'eau, c'est que 70% de l'eau douce utilisée dans le monde sert à irriguer des terres agricoles. Mais parfois cette eau, on la gaspille. Voyez vous-même au milieu du désert du Wadi Rum en Jordanie. Ces canaux qui occupent toute la largeur de la vallée sur des centaines d'hectares. Mais à quoi ça sert? C'est incroyable, ces canaux qui ont été faits en plein désert. C'est un truc de fou, ça. En plein désert, t'as une construction pareille. On dirait un immense jardin à la française, avec ses parterres et ses allées. Tu vois la maison, là? À quoi pensez-vous quand vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou c'est mal? Je pense que l'homme est capable de tout. J'apprends que cette folie est la propriété privée d'une famille régnante du Moyen-Orient. Riccardo Petrella avait raison. L'homme riche ne manque jamais d'eau. Je ne peux m'empêcher de penser qu'en France, nous nous comportons aussi comme des riches, des milliardaires en eau. Rien que pour se nourrir. Un Français consomme, sans s'en rendre compte, 4000 litres d'eau par jour. Pour un simple steak. Si on tient compte du maïs irrigué qui a nourri le bœuf jusqu'à mon assiette, il aura fallu 2000 litres d'eau. Un autre exemple, mon t-shirt en coton. Du champ de coton jusqu'à l'usine de tissage, sa fabrication aura coûté 7000 litres d'eau. Simplement pour notre courant électrique, il faut 400 litres d'eau par jour et par Français. Dans tout ce qu'on utilise quotidiennement, il y a des quantités énormes d'eau. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Et pourtant, c'est une consommation qui est bien réelle. C'est fou ce qu'il y a comme eau par terre. Regarde, on est en plein désert. On dirait des marécages. Il y a un gâchis d'eau inouï. Oui, c'est important de le rappeler. Nous sommes au milieu du désert. Il n'y a pas de rivière et il n'y a pas de lac. Alors d'où vient l'eau qui permet de cultiver ces immenses surfaces? L'eau qui rend possible ces cultures se trouve sous mes pieds.
C'est une nappe phréatique. Malheureusement, cette nappe n'a pas le temps de se reconstituer car elle est faite d'eau fossile, c'est-à-dire très ancienne. L'homme est en train de dépenser en quelques dizaines d'années ce qui a mis des millions d'années à se former. Mais est-ce que les Jordaniens ont le choix? Ils n'ont pas d'eau et ils importent déjà près de 97% des céréales qu'ils consomment. Ces nappes phréatiques qu'on gaspille partout dans le monde, on les pollue aussi. Et c'est surtout vrai à Gaza, en Palestine, où le conflit avec Israël aggrave la qualité de l'eau douce. Gaza, une petite bande de terre étroite au sud-ouest d'Israël. Avec plus de 3200 habitants au kilomètre carré, sa population est une des plus denses au monde. Pompée dans la nappe phréatique polluée, 90% de l'eau distribuée au robinet est impropre à la consommation. Une catastrophe responsable de centaines de morts chaque année. Le docteur Younes Moguer livre ses résultats d'analyse. Les maladies sont véhiculées par l'eau du robinet. On trouve le choléra, la typhoïde. C'est le résultat de l'augmentation du taux de nitrate dans l'eau distribuée à la population. Compte tenu de l'augmentation de la population, Gaza ne parvient plus à retraiter ses eaux usées. À 2 km du centre-ville, voici ce qu'on découvre. Ici sont déversés les égouts des quartiers nord de la ville. Seul un tiers des eaux usées déversées dans cette station d'épuration est retraitée. Ce que vous voyez là, c'est la partie visible de la pollution contenue dans les eaux usées. Après traitement, l'eau va directement dans le lac de l'autre côté. Malgré ce traitement, elle reste de très mauvaise qualité. Elle va ensuite s'infiltrer dans la nappe phréatique. Ainsi, les eaux souterraines sont polluées par la présence de nombreux produits chimiques comme les nitrates. Cette pollution a des conséquences directes sur la santé. C'est dans ce quartier très pauvre de Khan Younes que vivent Youssef, Majda et leurs 2 enfants. L'eau du robinet, même si on la donnait aux animaux, les animaux refuseraient de la boire. On n'a pas le pouvoir de changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour trouver de l'eau potable? Nous, on essaie juste d'éviter les problèmes. On achète les filtres, on s'approvisionne aux sources d'eau potable, alors que l'eau du robinet, on peut à peine l'utiliser pour se laver les mains et faire la lessive. Il y a quelques semaines, le petit Marwan a été opéré des reins. Ses pleurs et ses insomnies ont alerté ses parents. Mais Marwan n'est toujours pas tiré d'affaire. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'hôpital pour de nouvelles radios des reins. C'est le docteur Al-Bata qui devra l'opérer une 2e fois. Il souffre encore du rein gauche. Voici les calculs rénaux. Il s'agit de gros cailloux très durs. On ne peut les enlever qu'avec une opération chirurgicale. Ces calculs rénaux sont dus à la déshydratation et à la teneur en sel de l'eau distribuée à Gaza. C'est toute une génération de jeunes Palestiniens qui est menacée. De surcroît, la nappe phréatique surexploitée est envahie par de l'eau de mer. L'eau du robinet provient directement de cette nappe. Trop chargée en sel, elle provoque donc de graves insuffisances rénales. Plusieurs plans d'assainissement ont été imaginés par l'autorité palestinienne. À chaque fois, leur mise en œuvre bute sur le conflit avec Israël. La solution passe pourtant par la construction de nouvelles infrastructures. Il y a un projet qui devrait être financé par l'une des plus grandes ONG américaines. Il consiste à installer des tuyaux pour approvisionner Gaza. L'eau viendrait d'une usine de dessalement construite ici, dans la bande de Gaza. Cette usine de désalinisation dont rêvent les Palestiniens existe, mais en Israël, à Ashkelon, à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza. Elle est capable de fournir 100 millions de mètres cubes d'eau potable par an. L'eau que consomme un Israélien sur 7 vient de cette usine. Même si cette technologie est très gourmande en énergie, chaque année 75 millions de litres de pétrole sont consommés ici, elle reste la seule solution envisagée pour sauver Gaza. Un peu de cette eau, environ 5 millions de mètres cubes, part chaque année vers Gaza, à titre humanitaire.
c'est très insuffisant, car les besoins réels sont 10 fois plus élevés. Même avec la reprise de l'aide internationale, il faudrait plus d'1 milliard d'euros pour résoudre le problème de l'eau potable dans cette petite partie du monde. Sur la planète, une personne sur 5 n'a pas accès à une eau saine. J'aimerais vous rappeler qu'en France, les 2/3 des rivières et des nappes phréatiques sont polluées. Mais nous, on a la chance d'avoir les moyens de la rendre potable. Nous sommes à Wadi Foukin, en Cisjordanie. Ce village me fascine. Il a été créé il y a 300 ans par 2 familles qui se sont entendues pour se partager l'eau et les terres. 300 ans après, il y a 1200 habitants et ils continuent à s'entendre pour se partager l'eau. Ce système a très bien fonctionné pendant 3 siècles. Aujourd'hui, ce village palestinien est menacé par le développement d'une colonie israélienne qui l'encercle. Les immeubles, les routes goudronnées empêchent l'infiltration des eaux et l'alimentation des sources. Mais il y a pire. Ces nouveaux arrivants déversent dans cette vallée cultivée une grande partie de leurs eaux usées. Regardez, vous pouvez voir par vous-même le développement massif de nouvelles constructions. Ces bâtiments font partie de la colonie juive de Cisjordanie nommée Beit Halelith, qui s'agrandit sans cesse. Cette colonie recouvre la petite surface de réapprovisionnement des sources par des routes, des parkings et des bâtiments qui empêchent les eaux de pluie d'atteindre les sources. Mais pourquoi vous, en tant qu'Israélien, vous venez ici défendre les intérêts de ce village? Tout d'abord, je suis leur voisin. J'habite à 2 minutes d'ici. Et je suis hydrologue. Je me sens donc en devoir d'aider ces gens dans leur combat. Mais je pense aussi que nous sommes avant tout des êtres humains et nous avons donc le devoir de nous préoccuper des autres. D'autant qu'il n'est pas juste que certains n'aient aucun pouvoir sur leur futur, alors que nous vivons tous sur les mêmes terres. Je suis convaincu que ce n'est qu'en allant l'un vers l'autre que nous pourrons peser sur nos dirigeants et ainsi changer notre destin. Un simple conflit de voisinage, on pourrait le penser. Mais imaginez que ce problème se répète à une autre échelle, qu'il oppose non des villages mais des pays. Et vous trouvez réunis les ingrédients d'une possible guerre de l'eau. Et pourtant, si on le veut, on peut éviter le pire. Bonjour monsieur. Je vous présente Abou Mazen, mon ami, chef de cette communauté et respectable fermier du village de Wadi Foukin. Est-ce qu'il y a toujours autant d'eau ici ou est-ce que l'eau a commencé déjà à descendre? Est-ce qu'il y a moins d'eau qu'avant ou est-ce qu'il y en a toujours autant? Bien sûr qu'il manque de l'eau, à cause d'un problème clair. Les colons qui nous entourent ont fait exploser les montagnes pour y bâtir leurs habitations. Et c'est pour cela que nous avons 2 de nos 3 sources qui se sont taries. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de vendre vos produits aux colons? C'est vrai qu'ici, nous cultivons des aubergines, des concombres, des poivrons, du raisin et des arbres fruitiers. Mais pour ce qui est de faire du commerce avec les colons, nous ne leur avons jamais rien vendu. Nous n'avons d'ailleurs jamais eu aucun contact avec eux. C'est bien simple, nous ne les voyons jamais. Que pensez-vous du travail de Lior sur ce village? Fabuleux. Je te remercie beaucoup, toi et tous ceux qui nous aident. Je te félicite. Merci, merci beaucoup. Et pourtant, la solution paraît simple. Si les colons israéliens achetaient les fruits et les légumes de leurs voisins palestiniens, fini la pollution. Comme souvent, on ne partage pas assez. Partager l'eau, c'est apprendre à vivre ensemble. Et ce combat, c'est aussi celui d'une femme que j'admire beaucoup, Danielle Mitterrand. Nous l'avons suivie dans une région magnifique du Brésil, le Minas Gerais. C'est un paradis naturel où 2 fleuves prennent leur source et qu'elle veut protéger de toutes les convoitises. Ici, l'eau jaillit de la terre. Une eau qui, le long de son parcours, alimente les régions les plus peuplées du Brésil.
Près de 60 millions d'habitants en dépendent. Pour les Brésiliens, ces sources d'eau sont un trésor qu'il faut protéger. Ils les appellent le château d'eau du Brésil. Depuis 20 ans, Danielle Mitterrand, à la tête de sa fondation, défend les droits des peuples opprimés. Un engagement qu'elle estime inutile aujourd'hui si l'homme n'a pas accès à l'eau. À 82 ans, elle s'investit dans ce nouveau combat. Je suis plus très jeune, je continue à agir. Et quelquefois c'est difficile, c'est dur pour moi, physiquement. Mais je le fais, vous savez, pour rire souvent je dis, il faut pédaler. Si on ne pédale pas, le vélo tombe. Eh bien, aussi longtemps que je pourrai maîtriser mes fatigues et aller de l'avant, je le ferai. Elle est intervenue dans l'urgence. 2 multinationales voulaient mettre cette eau en bouteille. Or, plus au sud, un projet identique a presque asséché une autre nappe phréatique. Danielle Mitterrand a alerté l'UNESCO. Ils l'ont écoutée et classé cette région réserve de biosphère, ce qui empêche toute commercialisation. Quand on dit aujourd'hui l'eau est une marchandise, nous on dit non, l'eau n'est pas une marchandise. C'est une partie intégrante de notre propre corps, de l'existence de la Terre. On ne vend pas la vie. Or, l'eau, c'est la vie. Cette eau ne sera pas mise en bouteille, mais un autre danger la menace. Un danger lié à la richesse même de la Terre. Ici, elle regorge de minéraux qui enrichissent l'eau. Un phénomène renforcé par l'incroyable biodiversité de la région. Ce qui donne une eau d'une qualité rare quand elle ressort de la montagne, filtrée par la roche. Mais cette terre riche en minéraux l'est aussi en minerais. Depuis toujours, c'est la principale région minière du Brésil. Ici se trouve l'une des plus grandes mines de fer du monde. L'une des plus polluantes aussi. Le principal danger pour toute l'eau de cette région. J'ai la sensation de me trouver devant une plaie ouverte qu'on inflige à la terre. Là, on a l'impression d'être dans une espèce de furoncle malsain, cancéreux, qui sournoisement pollue tout l'environnement de cette région. Une plaie ouverte, mais aussi la principale activité économique du Minas Gerais. Depuis 70 ans, la ville d'Itabira a grandi avec la mine. Pourtant, elle détruit son environnement. Quand le minerai de fer est extrait, les déchets sont rejetés sous forme de boue, chargés de métaux lourds qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques et les polluent. Résultat, en aval de la mine, les villes doivent purifier l'eau pour la rendre à nouveau potable. Vous savez, quand je parle de l'eau, moi je dis tout le temps, comme on n'aura plus d'eau potable, et que c'est pas la peine de se dire, mais on pourra la purifier et puis on aura de... Non, parce que chaque fois qu'on la purifie, on pollue encore davantage. Donc un beau jour, on aura des matelas de dollars et puis on mourra parce qu'on n'aura pas d'eau potable. Autre menace pour cette eau si précieuse, ces fours où l'on fabrique du charbon de bois. Celui-ci est utilisé comme carburant pour transformer le fer extrait de la mine en acier. Pour alimenter ces fours, on a importé un arbre d'un autre continent. Un arbre qui pousse très vite, l'eucalyptus. 150 000 hectares de forêt native ont été arrachés pour le cultiver. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são as árvores de eucalipto. Tout ce qu'on voit, c'est une forêt entière d'eucalyptus. Sem biodiversidade. Une forêt entière sans biodiversité. Une forêt qui aspire toute l'eau du sol et appauvrit toute la région. La seule chose qui reste, c'est une forêt sans vie, faite exclusivement pour le profit d'une entreprise. Sous les forêts d'eucalyptus, le sol devient imperméable. Résultat, l'eau ruisselle en surface et ne va pas recharger les nappes phréatiques. Au bout de 20 ans d'exploitation, c'est la désertification de la zone. Les industriels s'en moquent. Ils se sont installés ici parce que les pluies y sont abondantes. Les arbres poussent vite, l'opération est très rentable pour les propriétaires de ces gigantesques plantations.
Ils ont été plantés pour une mission, c'est-à-dire d'être coupés à l'âge de 5 ans, brûlés, faire du charbon de bois. Et pourquoi faire? On ne répond plus à nos besoins. On répond aux besoins de l'appât du gain maintenant. Et il faut absolument que l'homme reprenne raison. L'eucalyptus provoque aussi un engorgement des cours d'eau. Ses racines, peu profondes, ne retiennent pas le sol qui finit dans les torrents. Le courant transporte cette terre rouge qui, petit à petit, comble les rivières. Même conséquence dévastatrice pour l'autre activité minière du pays, l'extraction de pierres précieuses. Cette terre, riche en fer, l'est aussi en or et en diamants. Alors chacun cherche son filon. En creusant la montagne, les mineurs provoquent la mort des cours d'eau. Les sols dévalent les pentes et se retrouvent dans les rivières. Avant, il y avait du fond. Ça faisait 2 ou 3 mètres de profondeur. Maintenant, ça touche. Regardez ce qu'a fait l'érosion. Le sable a comblé l'endroit où vivaient les poissons. Ils sont tous morts. Les poissons n'ont plus assez d'eau pour se reproduire. José Antonio n'arrive plus à faire vivre sa famille avec la pêche. Tu peux rester ici toute la journée et tu vas rien prendre. C'est l'extraction d'or et de diamants qui a tué le poisson. Ça a tué tout le poisson. Comme tout le monde ici, il a été chercheur d'or dans sa jeunesse. Mais il n'a pas fait fortune. Devenu agriculteur, José Antonio a pris conscience des dégâts qu'il a causés sur son environnement. Aujourd'hui, je ne le fais plus, car ça détruit les berges des fleuves et des rivières, les sources d'eau, ce dont on a besoin pour vivre. Si on détruit l'eau, on se détruit nous-mêmes. Donc il faut nous aider pour agir, pour que ça n'arrive plus jamais. Pour protéger le château d'eau du Brésil, le classement en réserve de biosphère obtenu par Daniel Mitterrand fut un premier pas. Mais cela ne permet pas d'interdire les activités minières les plus polluantes. Alors, pour préserver les eaux les plus précieuses, comme cette cascade et les sources qui l'alimentent, il faut des zones de protection plus strictes, en créant des parcs nationaux. Mais un parc impose des règles qu'il faut faire accepter aux habitants du Minas Gerais. Zé et sa femme vivent ici depuis toujours de quelques plantations et d'un peu d'élevage. Afin de protéger la végétation et l'eau, la création du parc interdira d'emmener les vaches paître sur la montagne. Une décision qu'ils ont acceptée, car leur vie est entièrement liée à ces sources. La rivière qui descend de la forêt, là, il n'y a qu'au ciel qu'on pourrait avoir une eau plus pure. À chaque fois quand on va là-bas, l'eau est cristalline et d'une beauté incroyable. Et s'il n'y a pas d'eau? Il n'y a plus rien. Le plus beau qu'il y ait, c'est l'eau que Dieu nous a donnée. L'eau, c'est tout pour nous. Un trésor sacré. Daniel Mitterrand voudrait désormais que le droit de l'eau soit inscrit dans les constitutions. Un combat que son mari aurait soutenu. Vous savez, François, il me dirait, comme il me dit, t'as causé juste. Chaque fois qu'il y avait un différend entre la politique officielle et mes initiatives, jamais il ne m'a freiné ou interdit quoi que ce soit. Il m'a dit, si t'as causé juste, défends-la. Évidemment, ça ne nous aide pas beaucoup, mais t'as causé juste. Et je crois que celle-là, elle est juste. Par son intervention, Daniel Mitterrand donne plus de poids aux écologistes locaux pour mobiliser la population de la réserve. Tous ont le même objectif, obtenir des industriels qu'ils prennent des mesures pour préserver cette eau indispensable à la vie de la région. Ce genre d'initiative permettra, je l'espère, d'atteindre l'objectif des Nations Unies. Diminuer de moitié le nombre des personnes privées d'eau potable d'ici 2015. Nous survolons maintenant le désert de Judée. Voici la très spectaculaire forteresse de Masada en Israël. En l'an 73 après Jésus-Christ, un millier de rebelles juifs ont préféré se donner la mort plutôt que de se rendre à l'armée romaine. Pour la prendre d'assaut, ces derniers avaient bâti une rampe qu'on voit toujours très bien au pied de la forteresse.
Construit dans la falaise, voici le monastère chrétien de Marsaba fondé au 5e siècle. Plus loin, la mosquée de Nabi Moussa qui abriterait le tombeau de Moïse. Sur cette terre se mêlent depuis toujours ces trois grandes religions. Ici se trouve la preuve que leurs racines sont communes. Je suis à Ol Gesher, une frontière entre Israël et Jordanie. Guidon Bromberg est israélien. Il fait partie d'un groupe réunissant Palestiniens, Israéliens et Jordaniens sous la bannière de l'association Friends of the Earth, les Amis de la Terre. Leur idée, encourager les trois pays à travailler ensemble pour un développement durable et établir ainsi des bases solides pour la paix. Notre association est un organisme hors pair. C'est une organisation commune, israélienne, jordanienne et palestinienne, qui s'occupe de l'eau au-delà des frontières. Nous essayons de faire avancer l'éducation au sujet de l'eau. Nous tentons d'influencer les responsables de ce secteur. Nous essayons de sauver les lieux les plus symboliques de notre région, qui ont une signification non seulement ici, mais aussi dans le monde entier, comme le Jourdain ou la mer Morte. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ces pays, c'est un pays en conflit, est-ce que les enfants en parlent à leurs parents? Et est-ce que vous avez un retour de ce que pensent les parents à travers les enfants? Les enfants qui participent aux différentes activités apprennent à connaître leurs voisins de la manière la plus naturelle, par l'intermédiaire de l'eau, denrées communes entre eux. Ils construisent des choses ensemble, ils étudient ensemble, ils dorment ensemble, et donc ils commencent à être amis. Est-ce que déjà vous avez vu une prise de conscience? Les Palestiniens, Jordaniens, Israéliens ont compris qu'ils devaient travailler ensemble sur ce projet. Est-ce que déjà vous sentez quelque chose? Il y a une vraie solidarité autour de l'eau. Tout au long de l'intifada, alors que les pourparlers se sont figés, les dirigeants ont continué à se rencontrer pour discuter des problèmes liés à l'eau. Parce qu'ils savent et comprennent que nous sommes dépendants les uns des autres au sujet de l'eau. Que c'est un bien commun si précieux. Respecter l'eau et trouver la paix. C'est le chemin à parcourir. C'est l'unique chemin. Faire la paix entre les peuples et respecter cette nature commune à tous. Moi, je veux croire à l'espoir de paix que nous donnent ces enfants qui ne connaissent pas encore la haine. C'est à cela que je pense forcément en arrivant sur Jérusalem. Cette ville devrait être un exemple de cohabitation pour la planète, et c'est tout le contraire qui s'y passe. Si j'ai voulu que cette émission nous emmène dans cette partie du monde où les tensions sont si grandes, c'est parce que j'espère que le manque d'eau va réunir un jour l'inconciliable. Ça ne serait pas la première fois que les hommes se retrouvent sur l'essentiel. C'est vrai, je suis ému de survoler cette ville, même si ce mur, le mur de la honte pour les uns et un mur de sécurité pour les autres, déchire cette ville 3 fois millénaire. Ce qui est incroyable vu du ciel, c'est que dans le prolongement de ce mur, il y a le mur des lamentations qui est si sacré pour tous les juifs du monde. Et à 2 pas, l'esplanade des mosquées si importante pour tous les musulmans. Et devant, l'église du Saint-Sépulcre, le rendez-vous de tous les chrétiens. Vu d'en haut, tout se mélange. Mais pour moi, il est si évident que l'on soit chrétien, juif, musulman ou que l'on croit en rien du tout, qu'il y a un bien commun dont on n'a pas encore compris l'importance, c'est l'eau. C'est l'eau qui va sans doute forcer les hommes, ici, au Moyen-Orient, à faire la paix pour assurer leur survie. C'est tout l'espoir que je forme, ici, à Jérusalem, pour l'eau et pour nous tous. Bonsoir. Je ne veux pas oublier de dire merci à ces hommes et à ces femmes qui nous ont montré combien l'eau douce est précieuse. Merci à Ricardo Petrella,
ce militant du droit universel à l'eau. Merci à Dave Tilford qui se bat contre le pipeline de Las Vegas. Je remercie Amadou Sagara, grâce à qui le partage de l'eau chez les Dogons reste équitable. Merci à Kalel Metek. Pour lui, l'eau est un don qu'il ne faut pas gaspiller. Merci à Julie Trottier qui s'oppose à la destruction de la mer morte. Merci à Christine Jean et à ses amis qui ont si bien défendu la Loire. Merci à Hélène Soloway qui expérimente sans relâche l'agriculture du désert. Merci à Lior Assaf et Abou Mazen. La défense de l'eau passe pour eux par-dessus les frontières. Merci à Younes Moguer qui dénonce la pollution de Gaza. Merci à Daniel Mitterrand qui milite pour que le droit à l'eau soit un droit de l'homme. Merci encore à Gideon Bromberg et à l'association Les Amis de la Terre qui s'efforce de construire la paix autour de la défense de l'eau. Comme toutes les autres émissions de cette série, ce programme est compensé carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réaliser nos reportages entre les vols en hélicoptère et les trajets en avion, nous avons rejeté dans l'atmosphère 121 tonnes de gaz carbonique, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Au total, c'est ce que rejettent 15 Français sur une année en gros. Pour être en accord avec nos convictions, nous avons décidé de compenser cette pollution en participant au projet Action Carbone fait avec l'ADEME. Il s'agit d'aider concrètement une ONG française, Chaîne du Coua, qui travaille en Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Dans ces montagnes vivent les Indiens Kogi. Au cours des 30 dernières années, 70% de ces terres ont perdu leur couverture forestière, et ceci principalement à cause de l'agriculture et de l'élevage. L'association finance le rachat de terrains déforestés à des paysans et les restitue aux Indiens Kogi qui se chargent eux-mêmes de les reboiser. Ces nouvelles forêts contribueront à régénérer les sols, à réguler les cours d'eau et à reconstituer une flore et une faune. Enfin, elles absorberont des milliers de tonnes de gaz carbonique et participeront ainsi à la lutte générale contre le réchauffement climatique. Pour nous, c'est primordial.